Bonjour en ligne et bonjour en salle. Merci d'être là pour la conférence de Claire. Donc Claire est très appréciée, elle nous a écouté récemment, elle nous manque déjà, mais merci d'être venue pour donner cette conférence. Donc Claire, elle est maintenant chercheuse scientifique au Centre de foresterie de l'Atlantique, Service canadien des forêts et ressources naturelles Canada, à Fredericton. Elle est spécialisée en physiologie végétale, en génomique, en sciences de l'environnement et elle est vraiment passionnée par l'étude des arbres et surtout de leur résilience face au changement climatique. Donc, elle a fait un doctorat en sciences biologiques et environnementales à l'Université de Franche-Comté en France. Puis, elle a poursuivi avec 3 stages postdoctoraux en bioinformatique, en agronomie, en génomique forestière, donc à l'Université de Toronto et chez nous à l'Université Laval. Elle a approfondi son expertise en génomique forestière et en dendroécologie aux côtés du professeur Jean Bousquet à l'Université Laval, donc Jean qui est avec nous dans la salle. Et donc, elle est nouvellement chercheuse à Ressources naturelles Canada à Fredericton et elle mène des travaux qui visent à comprendre les mécanismes physiologiques et moléculaires qui permettent aux conifères de résister au stress abiotique comme la sécheresse et le froid. Donc, elle est l'auteure de 22 articles scientifiques et contribue activement à la préparation de plusieurs manuscrits de chapitres d'ouvrages et de livres que vous avez également. Ses recherches ont donné lieu à plus de 50 présentations dans des conférences locales et internationales. On est à 51 aujourd'hui, développement de réseaux scientifiques mondiaux, dont un réseau étudiant international sur le climat, un réseau international sur la biosphère et le premier réseau international de laboratoires vivants en foresterie et agroforesterie. Avec une centaine de chercheurs à travers le monde, elle est actuellement co-responsable scientifique aux côtés de 4 autres jeunes chercheurs émergents d'une task force de l'UFO nommée FORLIVS, FORLIVS, pour Forest Living Labs for Sustainable Climate Adaptation. Donc, cette task force met présentement en place le premier réseau international de laboratoires vivants en foresterie. Donc, merci Claire d'être avec nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi, Pauline. Petit checkpoint, vous m'entendez tous, que ce soit en présentiel, en ligne aussi. Manuela, c'est bon? Ok. Donc, merci beaucoup pour l'introduction très complète de Pauline. C'est vraiment un plaisir de revenir parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer ma conférence, j'aimerais tout d'abord faire une reconnaissance de territoire. Donc, dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant à la croisée des territoires Nyo-Wensio du peuple Huron-Wendat, du Ndakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamek et du Wolastokuk Malécite, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Alors c'est un vrai plaisir de revenir un peu à la maison là, après un mois. On va parler aujourd'hui de résilience face au froid et à la sécheresse. C'est beaucoup ce qui m'a occupé ces dernières années en recherche. Et je vais essayer de vous donner quelques clés là, des mécanismes qui sont importants pour la résilience face à des stress environnementaux. Donc, bien sûr, un petit peu de contexte, le changement climatique va très rapidement si on le compare à l'évolution relativement lente des arbres. Donc, forcément, on a besoin de comprendre de façon urgente quand même l'adaptation des arbres face à nos conditions climatiques futures. On a aussi besoin d'identifier des espèces clés qui seraient résistantes à nos stress climatiques extrêmes. Et si on s'intéresse plus à une espèce, à l'intérieur d'une espèce, on va vouloir identifier aussi les populations, les familles et même voir les individus qui seraient capables de résister aux conditions futures. Donc, alors ça, c'est ce qu'on veut faire. Bon, alors on a forcément des petits soucis, c'est qu'on a beaucoup de lacunes scientifiques. Les lacunes scientifiques, elles sont liées aux mécanismes à la fois physiologiques et moléculaires, donc qui sous-tendent cette résilience des arbres au changement climatique. Et puis on peut ici donc nommer ou pointer 2 aspects auxquels je m'intéresse un petit peu plus maintenant, c'est tout ce qui a trait à la formation du bois là, dans des conditions de contrainte. Et également, ce qu'on sait peu aussi, c'est est-ce que finalement un arbre, quand il est
sujets à être voilà à être face à des conditions environnementales qui sont un petit peu contraignantes pour sa croissance. Est-ce qu'il y a des effets mémoire? Est-ce qu'il peut s'en rappeler là d'une fois sur l'autre? Donc ça, c'est autant de questions très intéressantes à creuser pour les futures études. Alors, bon, je dis souvent à mes étudiants, bon, tu travailles sur les arbres, c'est super, puis quand tu travailles chez les conifères, ça veut dire que tu es courageux. Parce que les conifères, ils ont des énormes génomes, et puis on essaie de les assembler, etc. Mais bon, on en est encore loin de tout connaître. Des bases génétiques chez les conifères, les bases génétiques reliées notamment à la résilience, à la sécheresse notamment, et à d'autres types de contraintes environnementales. Bon, puis on peut identifier là-dedans deux lacunes assez majeures. C'est-à-dire que si on considère des stress climatiques extrêmes, eh bien, on ne connaît pas encore tout à fait l'apport relatif de tout ce qui va constituer la plasticité, donc comment votre arbre va réagir face à cette contrainte-là versus l'apport de la génétique. Là. Donc ça, c'est encore à démêler. Et la deuxième lacune, c'est on veut sélectionner assez rapidement des arbres qu'on puisse planter dans des nouvelles conditions climatiques, qui soient résistants, etc. Oui, mais le problème, c'est on se base sur quelles caractéristiques de l'arbre, quels traits on considère. Question pas toujours évidente, là, auquel il faut répondre. Donc, quand bien même on a défini ou on a identifié des traits qui soient pertinents, le deuxième élément, c'est de savoir, oui, mais quel gène contrôle ces traits-là? Alors encore là, grande question, et chez les conifères, on a encore beaucoup de travail pour répondre à ces questions-là. Je ne vais pas traiter aujourd'hui la question de quel gène. Je vais vous référer à une de mes publications scientifiques assez récentes qui répond en partie donc à cette lacune scientifique-là. Aujourd'hui, je voulais vous présenter donc dans cette conférence, il y aura deux parties. Il y aura une partie qui relate un petit peu et synthétise les projets scientifiques récents dans lesquels j'ai été impliquée autour de la résilience. Et dans un second temps, dans la partie de la conférence, je vais vous présenter vraiment mes projets de recherche que j'établis là au sein de mon nouveau laboratoire. Donc vous voyez, un petit tour. Donc là, j'ai un peu sélectionné les projets autour de la région canadienne, donc notamment avec des projets qu'on a menés au sein du laboratoire de Jean Bousquet, en collaboration avec Patrick Lenz. J'ai aussi des collaborations avec Martin Girardin, notamment. Donc, alors, tous les petits projets là, que je vais vous expliquer se basent sur le même concept, celui de la résilience. Donc, bon, vous faites l'analogie entre un arbre et un jeune chercheur. Donc, vous imaginez une jeune chercheuse hyper motivée, très productive, et au bout d'un moment, eh bien, vient une période, la pandémie par exemple, et là, pouf, baisse de productivité totale. Bon, on va l'évaluer, sa résistance. Comment? En calculant le ratio entre sa productivité avant le stress et la productivité pendant la période de stress. Puis bon, à un moment donné, la pandémie se termine, la personne redevient productive, donc là, pouf, on a une capacité à retrouver un certain niveau de productivité. Puis ça, on va le nommer en termes de recouvrement. Okay, et on va aussi pouvoir évaluer sa résilience globale en étudiant ou en calculant un ratio un petit peu entre la productivité après le stress et versus avant la période de stress. Bon, alors, donc on commence avec un petit projet à l'échelle du Canada. Alors avec William Marchand, qui est le leader de ce projet-là, on a voulu reprendre une base de données absolument magnifique où on avait des données de 23 espèces à travers le Canada et on avait la croissance radiale de ces espèces-là. Vous le voyez, absolument magnifique, plus de 40 000 arbres, 4 500 plots à travers le Canada. Et à l'intérieur, vous voyez, là, ça va être important, on a deux sous-groupes. On a des espèces avec des arbres, donc des arbres à feuilles persistantes et des arbres à feuilles caduques, donc les décidus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec William? On a regardé tout ça dans nos chronologies. On a identifié les stress
hydriques qu'on avait dans nos chronologies, et puis on a calculé nos indices de résilience. Là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors vous le voyez sur la partie à gauche, là, on a la résistance en fonction eh bien, de toutes les espèces. Code couleur, vous avez les décidus en vert, vous avez les evergreen, là, les espèces à feuilles persistantes en violet, et puis à côté, vous avez le recouvrement. Après la période de stress, comment ils arrivent à retrouver leur activité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez là, pour les evergreens, on voit que l'impact initial de la sécheresse, il est moindre pour ce groupe-là d'arbres comparativement aux décidus. Puis ça peut s'expliquer par le fait qu'un conifère, là, en général, il arrive à bien maintenir sa photosynthèse. Donc du coup, hop, il sent un petit peu moins l'impact initial du stress. Puis par contre, c'est une autre paire de manches quand on est en mode recouvrement, là, il a plus de mal. Puis ça, c'est parce que les conifères, généralement, ils ont, pour renouveler leurs aiguilles, c'est beaucoup plus long, etc., plus compliqué. Donc ça s'explique par ces phénomènes-là. Voilà ce qu'on a observé. Alors, vous voyez là, selon le groupe d'arbres, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré des stratégies, des réponses physiologiques différentes. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec Zoé Ribert, qui est en doctorat, donc en collaboration? On a fait un peu la même approche, mais on a fait une approche un peu plus au niveau moléculaire, avec une approche transcriptomique. Ici, on avait de l'érable à sucre et on avait de l'épinette blanche. On avait donc 3 sources de datasets différents. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on avait des conditions avec des petits arbres là, relativement jeunes où on a appliqué une sécheresse très très prononcée, très forte. Okay, et on avait aussi un site où là, on avait des arbres matures avec une sécheresse édaphique beaucoup plus progressive, je dirais, et donc un stress à long terme ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on a fait une analyse transcriptomique, on a regardé les gènes qui étaient différentiellement exprimés. Et quand on fait ces approches-là, généralement, on essaie de classifier pour comprendre un petit peu c'est quoi les fonctions potentielles des gènes. Donc, on a classifié les gènes donc, dans les processus biologiques dans différentes classes comme ça. Et vous voyez ce qu'on obtient, ça c'est très intéressant. Alors à la fois pour le long terme et à la fois pour le court terme, vous voyez qu'on a des couleurs différentes. Ça veut dire que les gènes sont régulés de façon dans le sens opposé, ok? Et entre les deux espèces, là, quelquefois, on a la même couleur, mais parfois, on a une intensité différente. Donc là, ce qu'on a montré avec William, on l'a retrouvé et on a pu l'expliquer au niveau de l'expression des gènes. Voilà. Donc, alors, là, on a été dans des projets qui comparent différentes espèces. Et puis, avec Jean notamment, pour le projet Fast Track 2, là, en ce moment, on s'intéresse à donc, caractériser la résilience d'une espèce donnée, mais avec des aspects un petit peu d'hybridation. Parce que vous le voyez ici, donc, on travaille avec Juliette notamment, qui est ici, qui commence sa maîtrise. On travaille avec Juliette sur l'épinette rouge. Donc, vous voyez, on dispose de datasets là qui sont en Nouvelle-Écosse. Et puis, on veut aller donc caractériser la résilience de l'épinette rouge aux événements climatiques extrêmes. Avec, pour information complémentaire, quand même, la présence d'hybridation potentielle. L'épinette rouge, elle peut s'hybrider avec de l'épinette noire. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? On a génotypé ces arbres-là, et là, bien sûr, on a vu dans notre dataset la présence d'hybrides. Donc, on va donc aller voir et déterminer si on n'a pas des effets là, au niveau de l'introgression et qui conditionneraient peut-être des résiliences différentes entre nos sous-groupes, donc d'épinettes rouges pures et avec des hybrides. Voilà, donc je peux pas, on ne peut pas aller dans les détails des analyses, mais quand même, Juliette a réussi à voir des trucs intéressants. Donc, elle a regardé pour chacun des sites, vous voyez, là, vous avez la croissance radiale pour chacun des sites, en fonction des années. Et qu'est-ce qu'on a vu intéressant quand même? On a vu 2 événements extrêmes de nature différente. En 2016, donc une sécheresse qui a provoqué quand même des baisses de croissance assez importantes. On va aller s'intéresser à cet événement-là. Et aussi, on a pu voir un événement et détecter un événement de froid qui est quand même assez représentatif de tous ces sites-là.
Donc voilà. Alors, si vous voulez avoir la suite de l'histoire, il faudra aller voir Juliette quand elle présentera ses résultats. On va s'arrêter là pour le projet. Et puis, on va faire un petit saut en arrière avec, donc, quand j'ai rejoint l'équipe de Jean 8 ans en arrière déjà, donc j'ai rejoint en tant que postdoc et donc on travaillait sur le projet Spruce Up, donc sur l'épinette blanche. Je disposais d'un jardin commun. Vous voyez ici la petite étoile rouge sur la carte, hein, avec différentes provenances. Puis ces provenances-là, elles venaient soit de milieux relativement secs, donc là vous le voyez en orange-rouge sur la carte, hein, versus des provenances qui étaient un peu plus issues d'un milieu relativement plus humide. Bon, et puis là vous le voyez, c'est en bleu sur la carte. La croissance radiale en fonction de la moyenne, donc pour la moyenne des provenances en fonction des années. Et là, dans la chronologie, quand même, on voit très clairement un événement de sécheresse majeur qui se produisait en 2001-2002. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai évalué, calculé mes indices de résilience, toujours même approche, et donc j'ai regardé la relation entre, je me suis dit, ah, tiens, est-ce que mes populations qui sont très résilientes, là, est-ce que finalement, elles arrivent quand même à avoir une bonne productivité? Ah bah oui. Des fois, on a ce qu'on appelle des phénomènes de trade-off. On pourrait s'attendre à ce qu'on ait un compromis à faire entre les deux traits. Donc là, ici, vous avez la résilience à la sécheresse versus la croissance radiale. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Une corrélation très nette, ici, très positive, avec des provenances qui sont à la fois productives et résilientes à la sécheresse. Donc, pour les provenances qui viennent de climats relativement secs, hein, comparativement aux provenances qui sont issues d'un climat relativement humide. Bon, bah, c'est super, quoi, parce qu'on était vraiment à une échelle géographique assez petite, là, donc waouh, c'est vraiment cool. Mon deuxième question, c'était, oui, mais là, les nouveaux traits que j'ai identifiés, est-ce qu'ils sont transmis à la prochaine génération? C'est ça qui nous intéresse souvent là, dans les programmes d'amélioration génétique. La réponse, elle est ici, c'est oui, alors à hauteur de 30% là, minimum. Donc ça commence à être intéressant là, à considérer éventuellement dans des programmes d'amélioration génétique. Alors, comme j'ai eu des super résultats, j'étais contente, j'ai dit, allez, let's go, on y va pour un deuxième projet. Et donc, projet d'envergure, encore ici, où on a été regarder les isotopes. Alors, à quoi ça sert les isotopes? Généralement, vous regardez le carbone pour avoir une idée si vos signatures isotopiques dans les cernes, elles changent. Pour le carbone, ça indique un changement de la photosynthèse, en gros. Okay, pour l'oxygène, ça, c'est plus un indicateur de comment vos stomates y fonctionnent dans l'arbre. Donc, on a fait un sous-échantillonnage, j'ai essayé de garder mes beaux gradients là, que je voyais précédemment, et je me suis focalisée vraiment sur l'événement extrême. Puis là, j'ai été voir vraiment, et j'ai tenté d'expliquer ce qui se passait au niveau physiologique. Alors ça paraît hyper compliqué, en fait c'est super simple. Regardez, vous avez ici tous les points donc, qui représentent les moyennes par famille. Donc chaque couleur c'est une provenance, parce qu'à l'intérieur d'une population, là, vous avez une grande variabilité génétique. C'est ça qui est en train de se passer. Effectivement, vous voyez deux choses. La première chose, c'est la majorité des points, hop, c'est dans la stratégie 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la majorité des familles, en conditions de sécheresse, moi, je ferme mes stomates. Plutôt pas surprenant, on est en face de l'épinette blanche qui a ce comportement-là, et c'est référencé. Bon. Par contre, ce qui était un petit peu plus cool à voir ici, c'est que pour une seule population, j'avais différentes familles, et statistiquement parlant, différentes familles avaient on dit exhibit en anglais, là, mais présenter des stratégies physiologiques différentes. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Au sein même d'une population, on a montré des différences. Voilà. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, ah oui, Claire, super résultat. Pas toujours. J'étais déçue à la fin de mon projet Isotope parce que moi, dans mes analyses, j'ai dit ah oui, peut-être que l'efficience d'utilisation de l'eau, là, quand on regarde les isotopes, ça corrèle avec la résilience. Pas du tout. C'est pas du tout ça que j'ai trouvé. J'étais un petit peu. Ça vous indique quoi? Que peut-être c'est pas un trait pertinent quoi pour expliquer la résilience.
Bon, bah, c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'étudiants chez Jean. Alors j'ai été voir Édouard, puis j'ai dit, bah, Édouard, faut peut-être qu'on pense à autre chose là. Mais oui, effectivement. Bah, pourquoi t'irais pas à l'intérieur du CERN et puis regarder au niveau du bois de printemps, là, quand l'arbre il croît dans la première phase de la saison de croissance. Et puis après, bon, on pourrait aller voir dans le bois d'été aussi qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, go, Édouard, on y va. Alors, il est très bon sous air, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai vraiment mis tout ça sur ses épaules. Et puis il a développé une méthode automatisée de détection donc des pics dans la densité du bois. Et on a calculé ce qu'on peut assimiler à des nouveaux traits qui seraient potentiellement pertinents. Bon, qu'est-ce qu'on a vu avec Édouard? On a déjà vu que les conditions de sécheresse, oui, induisaient une formation de pics dans la densité. Vous le voyez, là, on avait 2 sites d'études. Eh bien, ça correspond tout à fait. Quand on voit des sécheresses, eh bien, on a une augmentation, on a la formation de pics de densité dans les séries. Alors, quand même, vous indiquez, ça, c'est les séries de bois de printemps, parce que dans le bois d'été, on n'était pas capable de voir un signal quelconque. Donc ce qu'on a vu, c'était vraiment dans le bois, c'est en début de croissance que ces réponses-là jouent en fait. Voilà. Alors, autre chose que là, je n'ai pas montré sur la présentation, la slide, mais autre chose qui pourrait être intéressante aussi, ce qu'on a vu, c'est que plus un arbre il produisait de pics, et plus il était productif. Ça peut être une indication un trait adaptatif, là, potentiellement. Donc, avant de s'avancer à ça, faut qu'on confirme certaines choses. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec Édouard? On essaie de faire une preuve de concept. L'idée de détection automatique qu'on a fait sur les profils de densité, on est en train de l'appliquer sur d'autres traits. Et puis on revient parce qu'on a des datasets magnifiques là, pour l'épinette blanche, notamment un sous-dataset, c'est d'avoir les 2 sites où j'ai déjà identifié des sécheresses majeures. Donc là, on a un design expérimental qui se prête à ce qu'on veut faire, avec pas mal d'arbres, pas mal de provenance, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des données, c'est des données Sylviscan. Alors ça, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ce sont des données où on a plein de traits de l'anatomie du bois avec ça. On a la densité, mais on a aussi la densité du bois, l'épaisseur des parois, des trachéides, on va avoir le diamètre des lumens, etc. Beaucoup de traits qui sont des bons proxys très robustes des réponses physiologiques des arbres, pour le coup. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On cherche des traits, ces fameux traits. On cherche des indicateurs physiologiques à plus petite échelle que ce qu'on faisait avant. Et puis, on essaie de voir là qu'est-ce qui serait pertinent dans le tas de traits qu'on est en train de générer. Alors, Édouard m'a montré la semaine dernière quelques figures. Déjà, il a réussi à appliquer la méthode sur un autre trait que la densité. Ici, en bas, là, vous voyez, c'est un profil de densité qu'il y a là, avec les pics apparents. Et puis en haut, là, vous avez le diamètre radial des lumens. Et vous voyez là, ça c'est une année. On a beaucoup de variations à l'intérieur. Hein. Donc il faut bien paramétrer le modèle. Vous voyez, la spline là, il faut bien la paramétrer pour éviter le background, etc., les biais. Et puis, vous dire aussi la complexité de ce projet-là, c'est que le trait, la densité, donc on s'attend à avoir un pic en réponse à la sécheresse. Par contre, le diamètre des lumens, il fonctionne pas comme ça. Là, lui, il rétrécit là, en réponse à la sécheresse. Donc il faut bien ajuster les modèles. On est là-dedans, et puis pour l'instant, ça tient la route. Donc je voulais vous montrer quelques résultats préliminaires. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va l'appliquer, ce modèle-là, sur des paramètres de qualité du bois qu'on a avec les données Sylviscan. Voilà, donc un projet hyper en cours, mais quand même assez prometteur. Petit wrap là, de tous ces projets. Donc, qu'est-ce qu'on a montré avec l'ensemble de ces projets? On arrive vraiment à mieux caractériser la nature génétique, l'importance relative des mécanismes physiologiques là, qui conditionnent, qui sont sous-jacents à la résilience. Okay, une limitation, comme je l'ai dit, dur de trouver le bon trait, hein, c'est-à-dire que c'est tout un challenge. Donc les études futures, on doit se concentrer sur l'identification des traits qui soient les plus pertinents possibles. Pour faire ça, à grande échelle, phénotypage au débit, et donc ça va être en tout cas un des points que je vais vous proposer maintenant. Donc depuis fin août,
Je suis dans ce beau laboratoire-là qui est à Fredericton. À vous dire que c'est beau, c'est un euphémisme. Les paysages sont renversants, c'est magnifique là-bas. Et je voulais commencer par vous faire un petit briefing des collaborations, puis après on va voir 2 axes majeurs de recherche que je vais développer avec mes collègues là-bas. Donc, première chose, donc, on s'est mis au travail avec Fonda Ogut, que je salue, avec lesquels j'ai tout de suite collaboré à mon entrée dans le laboratoire. Donc là, on est en train de caractériser l'endurcissement de petits plants d'épinettes noires, donc cet automne, en ce moment même, et on regarde la tolérance au froid de différentes familles. Alors, vous nous voyez à l'œuvre, là, c'était la semaine dernière, on a fini les manips jeudi soir, donc c'est pour vous dire que ce sont des nouvelles très fraîches ici. Donc, on a fait une première campagne, là, la semaine dernière, puis on s'en va faire 2 autres campagnes pour avoir une idée, là, parce que là, elles sont pas endurcies, là, nos épinettes encore. Le mois prochain, elles vont l'être de façon intermédiaire. Et puis après, quand vous regardez fin novembre, généralement, on a une résistance maximale pour la résistance au froid. Donc voilà, on veut regarder au niveau temporel qu'est-ce qui se passe. Là, on a fait du mal. On les a exposés à -5, -10 et -15. Vous le voyez sur le graphique, là, ça descend très raide, là. Alors, à -5, on voit déjà une différenciation au niveau familial, donc ça, c'est assez prometteur. Par contre, -10, -15, bon, on en a peut-être tué quelques-unes, mais ça, on verra ça dans 7 jours, parce que là, on les a remis en conditions normales. Et puis là, on va aller voir la fluorescence, on va évaluer les dommages, la survie, et on va aussi prendre toutes les données morphologiques pour vraiment être explicatif là, de tout ce qu'on voit au niveau physiologique. Donc ça, c'est le premier petit projet. Le deuxième projet, c'est on venait juste d'avoir des données toutes fraîches. Donc Raphaël et puis Fonda m'ont plugué sur ce projet-là. Et je voudrais en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, dans le fond, on a 2 sites différents et on s'intéresse à l'hybridation entre l'épinette de Sitka, qui est une des épinettes, l'épinette, je pense, la plus productive au monde. Regardez la petite photo là, c'est très représentatif de l'épinette de Sitka. Vous le voyez, elle est plus dans l'ouest du Canada, elle, et puis donc elle croît beaucoup, etc. Mais elle n'est pas hyper forte pour résister au froid. Ce que l'épinette blanche, par contre, elle est un peu plus douée pour résister au froid. Donc du coup, hybrider les 2 espèces, on pourrait peut-être s'attendre à une belle croissance et une résistance au froid un petit peu plus importante. Et vous voyez, dans le système expérimental, là, donc on a 2 sous-groupes, on a des familles hybrides, hein, et puis on a comme un groupe de référence constitué uniquement d'épinettes blanches. Voilà, et on va... Là, ils ont analysé donc l'occurrence des cernes de gel dans toutes ces chronologies-là, ces arbres-là. Juste vous montrer rapidement. Moi, je m'attendais du groupe hybride que forcément il y ait un peu plus la présence de cernes de froid, hein, parce que on s'attend à ce qu'ils soient peut-être un petit moment résistants. On a ce signal-là pour un site, donc bien sûr les analyses sont en cours. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, mais je voulais vous montrer quand même la démarche qui est tout à fait intéressante ici et qu'on va développer bien sûr et publier dans quelques mois. Donc voilà. Alors ça, c'est pour les collaborations. Maintenant, mes axes majeurs de recherche. Nous y voilà. Alors, je vous ai nommé tout à l'heure donc la présence de phénotypage, le besoin de faire du phénotypage à haut débit. C'est ce qui va, je pense, je vais être occupée dans les 5 prochaines années à regarder donc tout ça. Et on utilise donc phénotypage à haut débit pour identifier rapidement et analyser beaucoup de traits en même temps. Dans le fond, c'est ce qu'on fait tout simplement avec ce type d'analyse. Donc les objectifs du projet, alors c'est... Je reprends un petit peu ce que j'ai vu dans mon postdoc. Là, j'ai identifié des familles qui avaient vraiment des résiliences contrastées. Je repars de ça et je vais aller chercher, et je collabore déjà avec François Van Deventer pour ça, pour qu'il m'apporte aussi les familles les plus prometteuses que je pourrais utiliser dans mes expériences pour le New Brunswick. Donc présentement, je suis en train de faire ça et je veux caractériser les réponses physiologiques et moléculaires de ces familles-là, donc dans un environnement contrôlé. Alors, je veux faire ça comment ? Bon, il y a 2 choses. Là, je vous parle de résilience depuis tout à l'heure.
Ouais. Ça réfère à un niveau de réponse, donc une amplitude de réponse. Et dans les différents projets que j'ai menés ces dernières années, j'ai dit, c'est pas assez. En tout cas, j'apporte pas l'ensemble de l'explication. Et ce sur quoi aussi je veux me pencher, non pas juste la nature des réponses et l'amplitude des réponses, mais aussi les trajectoires qui pourraient conditionner des résiliences différentes. Et en rappel un petit peu ce que j'ai présenté en introduction, je vais aussi tester si effectivement on a la présence d'effets mémoire ou pas dans les arbres en appliquant tout simplement plusieurs sécheresses répétées voilà, dans le temps. Donc avec un total d'à peu près 330 arbres. Alors, c'est ce que l'université de Sherbrooke a une plateforme de phénotypage. Donc j'ai eu déjà des contacts avec eux préliminaires. Et donc j'aimerais évidemment déployer ce type de collaboration avec eux parce qu'on peut vraiment faire une expérience d'envergure en utilisant notamment leur plateforme. Alors il y a beaucoup de systèmes différents, mais ce qu'il faut que vous reteniez peut-être, c'est beaucoup de traits à analyser et de façon non destructive. C'est absolument ça l'avantage aussi ultime de ce type de plateforme-là. Bien sûr, je n'oublie pas mes autres expertises, donc la génomique, et bien sûr, on va aller génotyper ces petits arbres-là, etc. Et notamment, on a une puce là qui est nouvelle, enfin, a été nouvellement caractérisée, avec lesquelles je pourrais aussi, en tout cas, complémenter certaines informations issues de mes expériences. Donc, je vais collaborer avec mon mentor, bien sûr. Alors ensuite, ça c'est une première expérience que j'envisage. Il y a une deuxième pan qui est un peu plus exploratoire là. Bon, je veux vraiment faire une approche transcriptomique, ça nous prend une expérience à part pour pouvoir faire ça, regarder les réponses physiologiques, puis aussi et vraiment, en étant en mode explorateur, je ne suis pas experte en épigénétique, mais par contre, j'ai un de mes anciens professeurs en France, avec lequel j'ai toujours contact, qui l'est. Donc, je vais certainement entrer en collaboration avec Stéphane pour qu'il m'aide voilà, à essayer d'explorer ces aspects-là dans les prochaines années. Alors, deuxième axe majeur de recherche, c'est les laboratoires vivants. Alors ça, c'est mon axe en ce moment sur lequel je bosse beaucoup pour pouvoir faire partir le projet. On a commencé ça ce printemps, donc de façon officielle avec l'UFRO. Donc je vais en parler dans quelques instants. Bon. Avant de commencer par la prochaine slide, ce que je voudrais vous dire, c'est les laboratoires vivants, c'est une recherche en milieu réel. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. J'étais pas du tout experte en laboratoire vivant il y a 3 ans en arrière, donc je commence à l'être. Et ça m'a intéressée pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, là, on a des problématiques. Vous avez entendu parler du projet de loi 97 qui a eu, là on s'est retrouvé dans des conflits, etc. Une situation conflictuelle. Hein. Donc l'intention est là, etc. On essaie, donc on consulte les gens, on consulte notamment les peuples autochtones. Ce projet de loi-là, il a été un petit peu comme critiqué pour plusieurs raisons. Mais la raison que je voudrais souligner ici, c'est que notamment les peuples autochtones ont pas bien réagi parce qu'ils ont dit bah, nous, on n'a pas été assez consultés. Ça nous indique quoi, ça alors? Quand même, le gouvernement du Québec vient de retirer cette loi-là il y a quelques jours. Donc il y a eu des choses qui se sont passées. Super. Mais quelles leçons doit-on en tirer? Ça veut dire que les processus de consultation tels qu'ils sont aujourd'hui, ils ne sont pas optimaux. On doit faire encore des efforts pour que ça fonctionne et éviter ce genre de configuration. Et c'est là où moi je pense que le laboratoire vivant, moi ça me séduit parce que je pense qu'on part de la consultation vers une co-construction. Et ça, c'est une grosse différence ici. Là. Je vais vous référer à l'image. Là. Regardez, ça, c'est le schéma que j'ai mis en place là, de conception de laboratoire vivant, de fonctionnement d'un laboratoire vivant. Ça veut dire, regardez là, depuis l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. Donc étape 1, c'est on réfléchit ensemble, on identifie les problèmes, comment on peut mieux gérer nos territoires, etc. Oh, solution, on propose des solutions. Mais après, il faut tester les solutions sur le terrain. Et puis ensuite, si ça fonctionne, on adopte ces solutions-là. Regardez, à chaque étape, là, il y a un dialogue constant. C'est ça la définition d'un laboratoire vivant. Donc, vous voyez, on a un dialogue constant et à chaque étape de
de progression du projet entre les chercheurs, les décideurs, les praticiens et les citoyens. Donc là, on est vraiment dans une méthode très efficace, je le pense, avec notamment une participation élargie, parce que dans un territoire forestier, vous avez plusieurs acteurs. Vous voyez, ils sont là. Donc communauté locale, grand public, académie, les utilisateurs, etc. Et donc, on assure avec ce type de méthode, une représentativité des perspectives et des différents besoins que vous pouvez trouver sur un territoire. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est une expérimentation donc en conditions réelles et collectives. Je vais vous montrer un exemple de laboratoire vivant, à quoi ça ressemble dans la vie réelle, pour que, on dit souvent une image vaut 1000 mots, une vidéo aussi. In May 2022, Colleges and Institutes Canada put a call out for submissions to their Impact Climate Initiative. This called on colleges and institutes to develop projects to reduce greenhouse gas emissions on their campuses. At the time, Canada was looking to expand research to improve food sovereignty for rural and Indigenous communities. Our proposal focused on using our off-grid grow pod to explore opportunities to reduce embodied carbon associated with production and procurement as a climate-resistant solution for food sovereignty. It also provided us with an opportunity to consult with Indigenous community to better understand their needs and circumstances. For the second consecutive year, Canada was honored to be selected by Colleges and Institutes Canada as one of 10 nationwide living labs. Building off the success of our first project, we shifted our focus to the 650 acres of forested land at our College Drive campus. Land that includes trail systems, streams, a variety of plants and animals, and endless biodiversity to support research for our students. As such, we wanted to assess its health and create a 10-year forest management plan to protect it going forward. Over the last 10 months, we've collaborated with staff, students, and community partners to connect them to the forest as part of our Living Labs project. We kicked off the project in Great Links Lodge with a smudging ceremony, followed by a discussion on the history and significance of the land, which is on Nipissing First Nation. We hired Sustainable Forestry Coordinator Elliot Roon to lead a data collection, inventory, and forest mapping project to better understand its health, structure, and composition. There's a lot of meaning and connection for me to work on a project like this because I can help contribute to that overall goal of here's a forest, here's how we maintain and enhance its health. The goal is to understand what condition the forest is in and what the forest is being used for, how people are interacting with the forest. There's a lot of different research plots. It's a ski trail in the winter. It's a mountain bike trail in the summer. It's a place to go foraging or to lead hikes. Foamflower, Manitoba maple, heath speedwell, sedges, ferns, fruits and nuts, and different herbaceous species that could be cultivated. And this hemlock tree is probably 180 years old. I'd say a lot of that, which we're hoping to accomplish with this forest management plan, is just getting everybody on the same page. Whatever we're doing here is just another demonstration of how good forestry is unfolding in the Nipissing area, in the Great Lakes St. Lawrence area, and that the people that are graduating from here are also leaving with the skills and the experience of what that can look like and be able to apply those principles to their work in other places. Elliot's been sharing information with us that's going to allow us to piggyback on some of the measurements that he's doing as part of a managed forest plan, which then they'll be able to participate in components of it and see how that fits into a big picture. For school, it's great because we get to do our workout here. We just go walk out to the pond, takes 5 minutes. But for me, it's also like free therapy, honestly. Forest bathing is really good for you.
The things that we can do by having access to this large network of forest and trails is just fantastic. We talk a lot about environmental education in this class, but then also recognize that there's recreation use. And that's always the kind of two sides of any area that you're trying to manage. How do we preserve the ecological integrity, yet also manage to have recreation and people come out and enjoy the space? We're a group of women who are 50 plus, and a lot of us are here as we age. We feel that we want to stay healthy, we want to stay active. This is important to us. We come out, we can get our fresh air, we can get our exercise right on the doorstep of Canadore. Including forest users in the conversation has helped us to better understand their use cases and to identify opportunities for further integration within our institution and the community we serve. An important goal of this project was to promote an Indigenous view of sustainability, which respects water and land and appreciates and protects it rather than exploits it. In our history, Indigenous people have always had a super strong connection to the land. So going back on the land as much as possible helps us to regain that sense of spirituality. And that's what this place in particular provides. Walk the trails. Connect not only with the other beings, but with yourself. And that will help you regardless of what nationality you are. There may not be any more forests in 100 years from now. So if Canadore can foresee not just 20 years from now, but 100 years from now, to be able to protect all the creatures that live here, including the trees, that is what's important. We increased the tree count at campus locations and residents by 150 trees. We hosted several consultations with forest users to better understand their use cases to incorporate as part of the 10-year forest management plan. We became the first Ontario college to join the Campus Biodiversity Network, partnering with ODTM to lead biodiversity walks to better connect our employees with the forest. We'd like to thank our friends at Colleges and Institutes Canada, specifically their Impact Climate Project, for their leadership and support to promote the SDGs throughout the country. As part of our commitment, we promise to continue to protect the forest, promote the SDGs, and influence others to do the same. Nature gives us so much, and it needs us now more than ever. Let's take care of it. Là, on rentre vraiment dans l'historique un peu du projet en tant que tel. Donc, j'ai eu une invitation en janvier 2022 à rejoindre une initiative qu'on a appelée CRAFT. Le CRAFT, là, c'est pour Climate Ready and Adapted Agroforest and Forest. C'est le nom du réseau. Et donc on a bossé, là, on était une trentaine de chercheurs issus des 5 continents. On a fait une note de concept qu'on a délivrée et ensuite on a fait une proposition pour un groupe de travail qu'on appelle une task force avec l'UFRO. Donc l'UFRO, c'est le International Union of Forest Research Organization. Donc c'est un réseau international très très grand et permanent en foresterie. Et donc on a soumis une proposition de travail pour 5 ans qui a été acceptée ce printemps. Donc on vient juste de démarrer ce groupe de travail-là au printemps. Donc le petit groupe de task force, tu l'as bien dit Pauline, c'est 4 Leaves.
Donc, tu l'as bien dit. Et puis, donc, on est plusieurs chercheurs à l'idée cette task force-là. Donc, on va distinguer un coordinateur, donc mon ami Philippe Rosenberg, coordinateur principal, et on est donc plusieurs coordinatrices et coordinateurs adjoints pour le moment. Et comme Philippe part à la retraite, donc je vais reprendre la coordination principale de ce groupe de travail à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc, où en est-on ? Alors, je voudrais souligner le fait que des gens de notre université Laval ici, je suis en collaboration et en communication active, je les remercie. Je vois Gianni, Pauline qui sont ici, et aussi je suis en contact avec Alexis, bien sûr, pour la forêt Montmorency avec ce projet-là. Bon, en gros, là, pour l'instant, on est 128 membres actifs dans cette task force. On représente 38 pays. Vous le voyez, alors les laboratoires vivants, c'est des projets transdisciplinaires. Donc on a besoin de toutes les disciplines possibles au sein de la foresterie. Donc vous le voyez là, la proportion et le nombre de disciplines représentées dans ce groupe de travail-là. Et puis, vous allez faire quoi ? Bon, 5 grands objectifs. En ce moment, on travaille beaucoup sur les 2 premiers. Le premier, c'est... Et puis ça, c'était vraiment, quand on a commencé, c'était vraiment malaisant, pas malaisant, mais c'était vraiment difficile parce que quand on disait, on parlait avec des gens, laboratoire vivant, et on s'est aperçu avec le temps que, en fait, la définition changeait d'une personne à une autre, etc. Là, on a dit, on a vraiment besoin de poser une vraie définition. C'est quoi un laboratoire vivant forestier ? Donc là, c'est un de nos objectifs primaires, c'est d'asseoir une définition concrète et précise de qu'est-ce qu'un laboratoire vivant forestier. Et on travaille là-dessus en ce moment. Ensuite, objectif numéro 2, c'est d'établir, parce que là, on établit un réseau mondial, donc il faut déjà avoir une idée de quels sont les territoires qui sont pertinents, qui pourront constituer le futur réseau international. Donc on travaille là-dessus, puis avec une perspective mondiale, à établir une liste, en tout cas, qu'on veut exhaustive, là, à un moment donné, là, dans quelques années. Et puis, l'objectif 3, lui, il est un petit peu plus méthodologique. Puis lui, on a fait appel à un expert vraiment en France, donc Maxence Arnould, avec lequel je collabore vraiment beaucoup, parce que lui, il a fait son PhD sur la méthodologie, le cadre méthodologique pour aider les territoires à aller vers une méthode de laboratoire vivant, donc les guider, etc., à devenir un laboratoire vivant. Sauf que Maxence, il l'a fait dans un cadre français pour l'instant. Bon, puis là, il faut le transposer, il faut l'ajuster pour le porter dans un contexte international. Donc ça, c'est l'objectif numéro 3. Et enfin, les 2 autres objectifs, je vous dirais, qui sont un peu logiques. Donc, c'est l'établissement du réseau international. Donc là, on a quand même pas beaucoup de candidats. Nous, on veut, moi, je me fixe à peu près 30 laboratoires vivants là, qui rentreraient dans notre réseau dans les 2 prochaines années. Et puis ensuite, bien sûr, et là, on est en train de lier ça avec des organisations très pertinentes, là, notamment, qui seront capables de certifier certains territoires comme des laboratoires vivants. Donc, je vais nommer l'ENOL, là, qui est une grande organisation européenne qui certifie les laboratoires vivants. Et on est en train de vraiment déployer des collaborations très fortes avec notamment cette organisation pour ce projet-là. Voilà. Alors, je voudrais remercier toutes nos équipes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes là-dedans, c'est pas uniquement mon travail, nos équipes, nos partenaires, nos financeurs. Et puis j'en profite parce qu'il n'est pas souvent là. Jean, tu as été plus que mon boss. Tu as été mon mentor pendant 8 ans. Donc je te remercie pour tout. Je te remercie pour ta formation académique. Toujours excellent, hein. Tu es quelqu'un qui veut l'excellence. Mais merci pour ça. Merci pour ton soutien à chaque seconde. Voilà, je te remercie vraiment pour tout. C'est une grande fierté et j'ai adoré bosser avec toi pendant ces 8 années, vraiment. Et puis là, je me suis dit, ça va être dur de faire la transition. Effectivement, il faut que je la fasse. Je voudrais répondre à vos questions, bien sûr, après qu'on ait partagé et visualisé les 2 vidéos que je vous promets depuis tout à l'heure. Et puis, je voudrais finir par peut-être un point un peu plus philosophique. Bon.
Aujourd'hui, vous le savez, on est le 29 septembre. Demain, il y a la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et j'ai un message à faire passer aux jeunes qui se forment là, dans les universités, puis les jeunes chercheurs. Je pense vraiment, puis ça l'illustre très bien, nous, on est formés pour avoir le savoir, pour avoir le savoir-faire. Donc on arrive, on est chercheur, on a le savoir et le savoir-faire. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est qu'il faut intégrer beaucoup plus de choses que ça. Maintenant, on a besoin d'intégrer la dimension du savoir-être, et ô combien c'est important, et aussi du savoir-vivre ensemble, pour arriver à faire face à des problématiques là, sans précédent. On parle du changement climatique. On a besoin vraiment d'intégrer énormément de sphères pour y arriver. Et je dis souvent à mes étudiants, ensemble, on va vraiment plus lentement, c'est vrai. Mais je dis souvent aussi, ensemble, on se rend plus loin et on va aussi ensemble dans la bonne direction. Et c'est ça que je voudrais finir par dire à nos jeunes gens, à nos jeunes chercheurs là, qui sont l'avenir, et eux qui vont faire face là, à ces grandes problématiques de société et de notre temps. Oui, je vais y aller avec ce micro-là, peut-être. Bah, celui-là, c'est comme... Ah oui, vas-y. Ok. Merci Claire pour ta super Merci présentation, beaucoup. très riche. On ressent ta passion pour ces différentes thématiques quand tu présentes. Est-ce qu'il y a des questions pour Claire? Tout le monde est ébloui. Est-ce qu'on a des questions moins techniques peut-être? Des municipalités ou des villages ou des cantons, ou là je parle de l'Europe, l'Afrique, de l'Amérique du Nord. Donc, ça va jusqu'où le concept, puis dans quelle mesure la recherche peut s'installer là-dedans dans un concept qui n'est pas évident à maintenir pour le long terme avec tout ce qui se passe là, dans le monde présentement. Absolument. Alors, ça c'est une super bonne question. Je vais essayer de répondre de façon courte parce que peut-être vous avez faim. Alors, pour répondre très rapidement, donc la première chose, c'est que les laboratoires vivants, faut déjà définir ce qu'est un territoire forestier. Donc ça, c'est pas encore cané, je dirais. C'est pour ça qu'on veut vraiment donner une définition. Pour te répondre simplement, ça peut être tout territoire forestier. J'avais aussi nommé, puis là je mets en évidence beaucoup dans mes exemples les peuples autochtones. On n'est pas obligé d'avoir une thématique autochtone nécessairement, parce que dans le fond, dans ce réseau-là et dans ce concept-là, quand vous le placez dans un contexte international, vous comprendrez que quelquefois la présence des peuples autochtones n'est pas tout simplement pas présente en fait. Donc, il faut que ce concept-là soit applicable à de nombreux territoires pour qu'on puisse protéger nos forêts, les forêts qu'on a identifiées comme essentielles. On va parler du Canada, mais aussi partout dans le monde, notamment en Afrique. Et puis, il faut vous dire que le concept de laboratoire vivant forestier, là, on est aux premières briques là, pour construire notre mur au Canada. En France, c'est un tout petit peu plus développé. En Europe aussi. Il faut vous dire aussi qu'en Chine, par exemple, là, oui, on a répertorié des laboratoires vivants, mais ils sont encore virtuels. Donc, d'où l'intérêt de bien poser une définition claire. Ça peut être tout. Puis alors, il faudra distinguer. Ça, c'est très important. Nous, ce qu'on déploie, c'est un réseau international. Ça veut dire qu'on va lier les territoires, les laboratoires vivants ensemble. Par contre, à chaque territoire, il va y avoir une institution, il y a un groupe, il y a des ressources humaines qui peuvent déployer des projets scientifiques. C'est souvent ce qu'ils font en fait. Ils se bloquent sur des réseaux, puis après, ils ont leurs propres projets de recherche indépendants qu'ils déploient sur leur territoire, avec là des thématiques très très précises, etc. Effectivement, la thématique et la méthode de recherche des laboratoires vivants, elle est transdisciplinaire, avec toute la complexité que ça implique, quoi, à faire rouler en termes de recherche scientifique. Voilà.
J'ai essayé d'être courte, hein. J'espère que je réponds à ta question. Oui, alors oui, puis en plus, là, je pense qu'on rentre, là, c'est récent, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je pense qu'on va être listé, ou si ce n'est déjà fait, en tant qu'aire de biosphère, là. On va être listé, là, nous, dans notre territoire. Absolument, ça en fait partie, ouais. Je crois qu'on avait une question devant. Est-ce que c'est le cas? Vous avez une figure un peu au début de votre présentation où vous compariez l'érable à sucre et l'épinette blanche. Oui. Il y avait plusieurs traits, puis des couleurs, une échelle de couleurs de bleu à rouge. Oui. Il y avait certains traits pour lesquels c'était très divergent entre les deux, d'autres c'était plus similaire, mais vous êtes passé un peu rapidement. Je me demandais si c'était possible de nous interpréter cette figure-là parce que Oui. elle me semble Alors en très fait, intéressante. je ne sais pas si je peux repartager. Mais en fait, c'est quand j'ai présenté, je vais l'essayer, hein, parce que j'espère que ça va marcher. Ok, j'allais chercher la présentation. En fait, ça, c'était, tu fais référence, je pense, à celle-ci. Ouais. Alors, ça, dans le fond, j'ai été peut-être rapidement, es-tu familier avec un peu la transcriptomique? Ok, c'est ça. Donc, en fait, en transcriptomique, on regarde tout le transcriptome. Ça veut dire que tous les gènes qui vont s'exprimer dans un organisme, tu vas regarder en fait comment ils s'expriment. Puis en réponse à un stress. Donc là, ce qui était un peu compliqué, ça, c'est des métadatas. C'est assez complexe à présenter même parce qu'en fait, on a trois sources différentes de données là-dedans. Voilà. Pour reprendre sur cette figure-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les gènes qui étaient donc exprimés. Alors, soit ton gène, il peut être réprimé, donc là, on ne veut pas trop qu'il agisse là, en condition de stress, ou alors, si son expression est induite, donc augmente, ça veut dire que il va être impliqué dans des réponses métaboliques importantes pour assurer la défense de la plante ou maintenir certains processus physiologiques pour qu'ils puissent faire face au stress. Donc c'est ça qu'on voit. Et tu vois, gynécologie, en fait, c'est quand tu regardes tu as toute la liste des gènes qui sont différentiellement exprimés. Et en fait, on a des systèmes de classification. Parce que là, par exemple, Zoé, là, sur le short terme, on avait énormément. Je pense qu'on avait 12 000 gènes. Imagine, là, pour classifier ça, puis rendre gérable l'interprétation, il nous faut des outils. Donc ça, c'est ce que la classification GEO pour Gene Ontology te donne. Et dans le fond, à chaque gène exprimé, tu vas l'associer à une classe de fonctions. Je veux donner des détails ici. Ici, j'ai présenté les processus biologiques. Dans la classification GEO, tu as aussi la possibilité de classifier les gènes c'est le cell component. Donc ça, c'est d'autres choses. Et il y a aussi le molecular processes. Donc là, j'ai extrait juste quelque chose qui pouvait peut-être plus parler pour les gens qui sont non familiers avec la transcriptomique. Et c'est ça qu'on voit. Alors en fait, quand tu as ça a été aussi compliqué, hein. On a fait un pipeline de méthodologie assez complexe avec Zoé. Parce qu'en gros, on a dû étendre et développer notre propre méthodologie pour pouvoir comparer les deux espèces. Donc, on a normalisé les données, etc., là, pour pouvoir être comparatif. Ça, là, c'est assez complexe. Mais pour te faire un petit briefing, ici, par exemple, tu vois, là, en bleu, ça, c'est des processus ou alors on a vraiment un processus qui est représenté par des gènes qui sont régulés. Et puis, là, tu peux avoir une réponse là, positive. Donc là, on est plus dans le rouge, où tu as des gènes qui sont comme surexprimés pour un processus donné. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ce contraste-là entre les deux espèces qu'on a pu mettre en évidence et puis qui se retrouvent en termes physiologiques. Bon, bien sûr, c'est pas issu des mêmes datasets, etc. Donc, il faut faire attention un petit peu avec l'interprétation, mais c'est ça qu'on a pu mettre en évidence. Et donc, de façon globale aussi, juste vous dire là, c'est que sur le long terme, on a beaucoup moins de gènes exprimés. Puis ça, généralement, ça a été moins renseigné dans la littérature, mais ça veut dire qu'il y a certains gènes
pas beaucoup, mais il y a certains gènes qui continuent d'être différentiellement exprimés. Après, là, on est à 7 ans, je pense, c'était 7 ans de stress hydrique sur le terrain. Pour le long terme, là, c'est un site où ils ont planté beaucoup d'arbres différents. Donc, on a présélectionné 2 espèces. Et en fait, c'est un système d'exclusion hydrique. Donc, c'est là, dans ce cas-là, tu as un stress hydrique progressif, mais qui est pas, c'est pas violent, là. C'est pas violent comme ce qu'on a appliqué pour la modalité short-term water stress, où là, c'est vraiment des stress très, très forts, très intenses. J'espère que je réponds à ta question. Je pourrais expliquer plus en détail s'il y a besoin. Voilà. On a une question pour toi en ligne. Dans les résultats, quand tu parles de l'adaptation des espèces, est-ce que tu as uniquement regardé le critère de résilience ou est-ce que tu as aussi examiné des critères de résistance et de transition pour faire une synthèse? Ok, alors pour moi, l'adaptation, ça peut être quelque chose qui fait référence à plus long terme, là, quand on considère des générations et des générations. Le terme de résilience, quand je parle de résilience, en fait, la résistance, c'est juste la réponse immédiate, on va dire, par rapport au stress, tandis que la résilience, c'est un peu le bilan, quoi, hein, comment l'arbre il s'en est sorti suite à toutes ces contraintes-là. Voilà. Puis après, la notion de transition, là, j'ai pas compris vraiment le troisième point. Ouais, peut-être en Ouais. ligne si vous voulez préciser par rapport à la transition. Sinon, entre-temps, est-ce qu'en salle, on a une nouvelle question? Oui, on a. Non. C'est une question d'actualité. Dehors, il fait beau et relativement très chaud. Là. Juste aujourd'hui, on est 10 degrés plus haut que la moyenne, puis ça fait des semaines. Là, on est l'automne, puis là, les anneaux de croissance ont arrêté hein, de grandir. Donc, un stress comme ça, un peu, on peut penser qu'il va y avoir un stress de sécheresse modéré, mais là, les arbres ne poussent pas cet automne. Ils ont arrêté. Est-ce que quand on détecte souvent des stress de printemps, là, des variations assez importantes de le printemps surtout, plus facilement, est-ce que ça peut être le printemps ou ça va être l'année prochaine qu'on va le voir dans les cernes si les arbres ont subi un stress? Un carry-over? En fait, oui. Puis, enfin, je l'ai peut-être passé tout droit pour raison de simplification. C'est pour ça que tu posais la question, je le sais. Donc, c'est pour le projet d'Édouard Desaulniers où j'ai marqué, je vous ai montré quelque chose de très beau, là. Hop, stress hydrique, production de formation des pics dans les profils de densité. C'était un petit peu plus compliqué que ça. Ce qu'on avait vu avec Édouard, c'était que précisément les sécheresses de l'année précédente avaient un impact sur la croissance de l'année d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on avait ces signatures-là au niveau du bois de printemps. Voilà, donc c'est ça. Puis on le voit généralement, là, c'est une idée très commune, je dirais, dans tous les signaux climatiques. Et André hoche la tête aussi, fait partie de l'équipe. Et oui, on le voit sur d'autres projets. Donc, effectivement, on a ces effets-là. Effectivement, des sécheresses un peu tard, là, dans l'été, qui peuvent impacter, pour plusieurs raisons. Ça impacte les réserves, etc. Donc, dépendamment de comment l'arbre est affecté, après, ça se reporte sur l'année suivante. Voilà. Je vais peut-être en profiter pour poser la mienne de question. Vas-y. Tu montres que croissance et résilience, il y a une corrélation positive, et que ça, c'est un peu le rêve des améliorateurs génétiques quand même. Est-ce que tu penses que l'amélioration génétique, ça peut être une perspective intéressante dans la lutte contre les changements climatiques? Oui, c'est sûr. Sinon, j'en ferai les gros yeux. Non, pour être vraiment sérieuse, oui. Alors, le seul truc, puis je ne l'ai peut-être pas très, très clairement dit tout à l'heure, mais l'amélioration génétique, c'est sûr, c'est pertinent. Maintenant, il faut que ça soit efficace. Donc, généralement, là, là où on planche un peu, là, c'est sur l'identification de traits pertinents. Alors, je vais être un peu plus
un peu plus précise dans ce que je vais dire. C'est, par exemple, quand on fait des modèles de sélection génomique, on inclut, on prend en compte plusieurs traits. Donc, les améliorateurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se basent sur la hauteur, etc. Donc, les travaux que j'ai montrés durant mon postdoc, etc., ça a été un peu poursuivi avec Jean-Philippe Laverdière, notamment dans notre équipe, pour tester un peu ces effets-là. Tiens, si on inclut le trait de résilience, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait quoi là? Est-ce qu'on a quand même des arbres où on peut préserver, prendre en compte la résilience à la sécheresse et quand même maintenir une certaine hauteur, ou est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit compromis? Jean-Philippe a montré qu'il fallait faire un petit compromis a priori entre la résilience. Alors oui, je crois vraiment fermement que la sélection génomique est un outil absolument magnifique, mais pour l'améliorer encore plus et le rendre 10 fois plus puissant, c'est là où le phénotypage va venir nous aider, plus précisément. Voilà. Et donc, tu as montré une méthode de phénotypage à haut débit pour des jeunes plants. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on pourrait avoir des méthodes de phénotypage à haut débit pour des forêts entières, peut-être avec des nouvelles technologies? On le fait déjà, hein, les Ouais. drones et tout. Donc, moi, j'aimerais ça. Ça prend des pilotes avec des certifications et tout. Mais moi, c'est mon rêve de faire voler des trucs et tout pour regarder à l'échelle de la forêt. Oui, les drones, ça se fait déjà dans de multiples projets, là, effectivement. Moi, comme je pars un peu, je fais un peu le sens contraire, c'est-à-dire j'ai l'info des arbres matures. Donc là, je vais aller voir au niveau du seedling qu'est-ce qui se passe là pour voilà. Donc j'ai déjà fait un peu mes petites explorations sur le terrain. Donc là, je vais plus revenir en serre, voilà, avec des petits plans. Il y avait Alexis qui s'excusait, puis son groupe, parce que justement, cette semaine, au Centre des congrès, il tiennent une conférence, là, Laser Silviculture, en fait, les lidars et tout ça. Donc, c'est l'extrême du phénotypage à haut débit, là, au niveau par les airs. Et, il y a beaucoup de... Ça avance bien en foresterie, je pense. Oui. Effectivement. Alors, juste, oui, j'ai eu ton courriel, Jean, à ce sujet-là. Puis Alexis, je collabore vraiment activement avec lui sur ce projet-là. Et effectivement, la forêt Montmorency s'impose vraiment comme un leader dans ce projet-là déjà. Donc voilà, on a toutes les caractéristiques à la forêt Montmorency pour vouloir et avoir l'ambition de déployer la méthode de recherche comme les laboratoires vivants. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Claire? C'est votre dernier mot? Ah, il y a un commentaire en ligne. Ah, ok. Un critère de transition sont des facteurs qui influencent le déplacement ou le changement des espèces d'arbres dans une forêt en raison des conditions environnementales et climatiques ou sa capacité de migration. Ah oui, donc par rapport à ça, bon, l'adaptation, effectivement, on peut inclure la notion de migration. Peut-être ce qu'ils veulent me faire dire, c'est la notion de migration assistée, peut-être là-dedans, mais c'est ça. Fait qu'effectivement, alors moi, bon, forcément, quand on travaille en génétique, on vient sur cette question-là. Moi, je caractérise vraiment plus la résilience à des conditions climatiques présentes là. Et puis, pour tout ce qui est adaptation, je trouve que ça nous prend aussi des très très bonnes modélisations là pour voir ce qui se passe, ce qui va se passer, puis comment les espèces vont pouvoir s'adapter dans le futur. Modélisation, je ne suis pas compétente là-dessus, donc je ne vais pas sur ces terrains-là, pas encore en tout cas. Merci beaucoup Claire pour ta présentation. Merci tout le monde.